Alors du coup, Guillaume, on se retrouve aujourd'hui puisque tu vas venir me parler de ton analyse, qui a duré 10 ans, si j'ai bien compris. Peut-être qu'on peut commencer justement sur cette avant-analyse, où tu étais, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce qui se passait pour toi? Donc tu veux que je te raconte juste avant de commencer la première fois où je suis allé chez mon analyste, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé la psychanalyse à l'âge de 18 ans. En fait, je prends du temps pour répondre parce que je m'inquiète de pas être factuellement exact. Mais à la louche, du coup, je vais me détendre et à la louche. En gros, je commence à avoir des crises d'angoisse pendant des examens. L'autre moment clé, c'est que je fume des bédos, je fume du hashish et j'ai une grosse crise d'angoisse parce que j'ai dû fumer quelque chose de pas bien ou trop. À partir de ce moment-là, de cette prise de drogue douce et du coup le shit me procure une énorme angoisse. Elles restent en fait, elles sont récurrentes et principalement lors d'examens. Où en fait mon cœur se met à battre, j'ai peur et encore aujourd'hui j'ai peur des examens. J'ai peur et en fait c'est vraiment le nœud de ma psychanalyse quoi, c'est la performance, c'est le rapport à la réussite, à la performance, être assez. Donc du coup je fais des crises d'angoisse et j'arrive pas à mettre des mots sur ce qui se passe. Je suis dans une famille où d'autres personnes ont des gros problèmes. C'est comme ça que moi je comprends les choses. Et moi ma place c'est faut pas rajouter quoi. Ma façon de naviguer en fait ma structure familiale et ma famille, c'est qu'il y a d'autres gens qui ont des gros problèmes. Et moi j'ai pas d'espace, je m'offre pas et j'ai pas d'espace pour dire ça va pas. Et donc médicaliser et m'aide. Et donc je demande à aller à l'hôpital. Je dis il y a un problème. Et donc je fais un petit séjour à l'hôpital psychiatrique, très très particulier comme expérience. Mais j'avais besoin en fait de médicaliser quoi. Et je crois aussi que dans ma famille, une fois que dans ma famille ou en général, tu vois, quand c'est grave, c'est à l'hôpital. Donc j'avais besoin de dire c'est grave et donc j'étais à l'hôpital quoi. Mais en gros j'avais pas trop ma place là et donc après je suis allé dans un autre centre. Une des clés aussi c'est que je me suis déscolarisé quelque temps et donc dans ce rapport à je dois réussir à l'école. Moi j'ai toujours mais je viens d'une famille que j'estime excellente à l'école. Enfin tout le monde moi mon frère, ma sœur et mes parents ils ont tous 18 quoi sur 20. Et moi, j'ai l'impression, et vraiment, je sais que je raconte une histoire qui est, enfin, je sais que en fait, factuellement, c'est pas forcément vrai, mais je parle vraiment moi de ma perception. Donc c'est vrai qu'il y avait souvent des 18 sur 20. C'est vrai aussi que je les ai toujours trouvés excellents. Et je rappelle maman me dire, mais un examen c'est comme un jeu. Et moi j'étais là, mais quel horrible jeu. Enfin non, enfin, mais elle a raison. Elle avait raison. En tout cas, c'est comme ça que dans ma famille, l'examen était, je pense, était vu. Et puis la scolarité. Et puis mon frère est vraiment scolairement excellent. Et ma sœur, j'ai toujours trouvé qu'elle était aussi très forte. Alors après, elle a eu un chemin plus compliqué qui a fait que elle a pas fait des études prestigieuses, mais dans ma famille et même dans ma famille large. Je viens de un grand-père, un père et un frère qui ont fait Polytechnique. Donc, grosse angoisse d'examen, hôpital psychiatrique un coup, un autre centre 2 mois, où c'est marrant parce que je vais peut-être parler d'ongles, de vernis à ongles et tout. Je me souviens de ce centre que pour la première fois, j'ai mis de l'auto-bronzant. Et alors moi, toujours encore aujourd'hui, le concept des crèmes, enfin le concept de prendre soin de soi, où ça sent bon, et le concept de tu peux acheter plein de crèmes et avoir plein d'odeurs différentes. Mais alors moi, je suis refait, quoi, c'est génial. Et le concept de l'auto-bronzant, qui est quand même quelque chose de uniquement féminin, je commençais à explorer un peu ma féminité, alors par petits bouts
Donc je me souviens de ça. Autant te dire que j'avais peut-être une tête orange. C'est marrant, en plus, le côté presque début thérapeutique de tu te mets de l'auto-bronzant pour changer de peau. Ah, ouais. En arrivant, en tout cas, dans ce centre-là, symboliquement, c'est marrant, je trouve, cet auto-bronzant. Ouais, non, tu m'offres ça, ouais, ça me parle vachement, complètement. Et en fait, c'était grâce à une autre pensionnaire, je sais pas comment, bénéficiaire, une femme qui devait avoir des crèmes, et puis moi puis ouais, on avait sympathisé. Et je me souviens vraiment de un moment de faire une excursion hors du centre pour aller dans un étalage dans un magasin de crème, quoi, et de me dire mais c'est absolument génial. Et c'est vrai que c'était interdit, quoi. Enfin, pour moi, interdit, un garçon, ça fait pas ça, quoi. Donc je me souviens de ça. Et je me souviens aussi que j'ai vraiment ma mère à ce moment-là. Je sens que je me rappelle que ma mère a vraiment été au rendez-vous auquel je lui demandais d'être. Et je crois que si je n'arrivais pas à lui exprimer des choses, et si j'avais besoin, en fait, d'être entendu, et que c'était soit pas possible, soit moi, j'y arrivais pas, en tout cas, elle a été là pour moi physiquement, tu vois. Donc je sais que elle a diminué son temps de travail pour moi, alors que maman a toujours été quelqu'un de professionnellement très engagé, et qui se nourrit énormément de cet espace-là. Et je me rappelle qu'elle m'a amené des pommes, des Pink Lady, et des sucettes au coca. Et moi, les parents m'ont jamais acheté, maman m'a jamais acheté des sucreries. C'était pas, dans d'autres familles, il y avait un placard. Nous, on avait des gâteaux et tout, mais genre vraiment les bonbons, c'était non. Et donc j'avais vraiment l'impression que il y avait une transgression. En fait, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que non seulement c'est ok, c'est grave, mais en plus il y avait ok, on fait pas comme d'habitude, et il y a certaines règles qui peuvent changer. Et puis c'est assez régressif aussi. Attends, ouais, j'ai bougé le... Et c'est assez régressif, bah ouais. Bah ouais, complètement. De justement ce côté aussi petit garçon qui est pris en charge, et donc où tu reprends cette posture avec ta maman. Ouais, complètement. Et en fait, c'est dans ce centre-là alors après, dans mes souvenirs, en fait, du coup, donc j'avais manqué une partie de l'année, donc j'ai passé mon bac blanc, je devais être en première, pas blanc alors, ou non, donc j'étais en première, donc tu fais ton bac français, je pense que il est en première, et donc je l'ai fait au rattrapage, donc j'avais des médicaments, etc., et donc j'ai beaucoup travaillé pour ça, donc dans mon rapport à l'examen, c'était très angoissant, mais je sais pas, c'est bizarre, hein, mais bon, en tout cas, je me rappelle que je l'ai passé, que j'ai eu une excellente note, donc t'as un oral, un écrit, j'ai eu une excellente note à l'oral, et j'ai eu 4 à l'écrit, quoi. Et je pense que... En fait, ça me fait rire parce que du coup, je pense qu'aussi, peut-être que ça m'a aidé de voir que j'avais inventé une histoire que mon amour familial était dépendant de notes et tout. Et ça n'a jamais été le cas, hein. Mes parents m'ont jamais mis la pression de quoi que ce soit. Genre jamais ils m'ont dit t'as combien, jamais. Et c'est même au contraire, hein. C'est moi qui me la mettais tout seul. Et je pense que peut-être ça m'a aidé d'avoir 4 ou 5. Bon, premier échec. Ah bah voilà, je suis vivant et j'ai eu mon bac. Et alors du coup, pour en revenir à cette arrivée dans l'analyse, comment ça s'est passé ? Je fais juste une petite parenthèse, faut que tu baisses un peu le micro. Là, comme on est en train d'utiliser mon micro, tu ne peux pas savoir, mais là, comme tu le mets haut... Ouais, genre comme ça. Ouais. T'es à l'aise ? Ouais, nickel. Eh ben, c'est il y a tellement longtemps. Donc j'ai fait 10 ans dans le cabinet, mais 17 ans avec des pauses. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, en fait, genre si je te raconte, je vais dire n'importe quoi, je crois. De quoi je me souviens ? Je me souviens que j'étais d'abord assis pendant pas mal d'années, face à face. Mais par exemple, ta première rencontre avec un analyste ?
comment ça s'est passé, c'est-à-dire la première fois où tu as franchi la porte, tu attendais, où tu as pris rendez-vous et tu as rencontré un analyste. C'était lui, c'était mon analyste. Moi, je savais pas ce que c'était. Est-ce que je savais? Alors, non, en terminale, j'étais fan de Freud. Je crois qu'en philosophie, il me semble qu'on étudiait à un moment donné Freud, l'inconscient et tout. Oh, j'étais surfan. Et du coup, j'avais acheté des bouquins et j'avais rien compris. Et j'avais eu à nouveau ce sentiment de je suis pas assez bon pour comprendre, je suis pas assez bon. Et en fait, moi, la complexité me sanctionne. Je me sanctionne, tu vois. Je me dis, voilà, en fait, il y a les bons qui font des hautes études, qui sont en capacité de comprendre ces écrits. Et c'était genre l'introduction à la psychanalyse. Et moi, en fait, je suis pas assez bon parce que je suis trop impatient et le problème vient de moi, tu vois. C'est pas l'écrit, c'est qu'en fait, comme je suis trop impatient, que je prends pas le temps de décortiquer chaque phrase et tout. Sauf que moi, ça me met pas en joie de décortiquer chaque phrase. Donc j'ai des souvenirs quand même de comprendre un peu la psychanalyse, mais pas du tout de savoir que je mets les pieds chez un psychanalyste. Il y avait pas du tout de conscient, c'était pas conscient. Et on est là parce que je crois que le centre a conseillé à ma mère cet endroit, cette personne, qui me semble avoir une sorte d'expertise dans l'adolescence, truc dans le genre. Moi, je me souviens que ma mère est venue au premier rendez-vous, qu'on était assis à la table. Je m'en souviens parce que c'est genre passation, quoi. Et c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, tu vois, passation de j'ai fait une partie du taf. Je sais pas si maman a pensé ça, hein. Mais en mode moi en tout cas c'était ça, c'était que lui était transmis une forme d'accompagnement, d'autorité. Et je pense que ça m'a aidé que ma mère soit là et puis après plus là. C'était un peu une passation en tout cas, ça a été fait alors que j'étais encore enfant et que c'était encore ma mère qui participait à mes premiers rendez-vous. Au fur et à mesure, cabinet assez cossu. Je sais pas trop ce que veut dire ce terme, mais un peu moquette, assez grand, assez imposant, assez élitiste, riche. Il est vraiment monsieur, donc un homme, monsieur qui a pas l'air, monsieur qui a l'air cool, qui a l'air sympa, qui a l'air très introverti, qui fait pas de spectacle, mais qui est très présent, avec une forte présence. Voilà mon ressenti, pas du début, hein. Et après, on s'assoit et on a fait plein de séances comme ça où je venais. Je me rappelle du moment où il a commencé à fermer les yeux et à genre s'endormir. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Mais il me fait quoi là? Et me ressentir vraiment genre un choc en moi. Je suis en train de lui parler et vraiment, donc hop, on est, tu vois, les sièges sont pas face à face, sont légèrement décalés, donc tu vois, donc on se tourne légèrement, moi vers la droite, lui vers la gauche pour se voir. Et là, il me regarde et puis de toute façon, il disait pas énormément, je crois. Et il commence à fermer les yeux et à baisser un peu le visage. Moi, je suis là, mais le mec, il s'endort là. Et pour la première fois, je rencontre, c'est quoi ma posture face à l'autorité que je donne aux gens, quoi. Donc, j'ose pas dire. Ouais, je suis trop mal à l'aise et tout. Et je crois que j'arrive assez rapidement à lui dire, vous fermez les yeux là? Mais moi, il y a une grosse différence entre ma capacité à verbaliser et la réalité qui se passe en moi. Donc du coup, de l'extérieur, ils se disent, il y a aucun problème, tu lui as dit direct. Donc, sauf que en moi, je suis pas aussi aligné que ça, quoi. Puis on passe au divan, il me dit, un jour, il me dit, allongez-vous. Ça non plus, je me souviens pas très bien. C'est marrant parce que du coup, donc il y a quelques mois, je te contacte avec l'envie de me connecter à des gens qui font des podcasts sur le sujet de la psychologie.
sais pas, dis-moi si mon message avait une autre intention ou si j'ai exprimé une intention, mais j'en avais pas totalement. J'étais plutôt en joie de me connecter, puis de dire, toi, ça se passe comment Et en fait, au fur et à mesure, on a eu cette idée de, moi, je cherchais quelqu'un pour faire l'exercice que je propose aux autres de faire. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et puis, voilà, moi, mon premier épisode pose une problématique. Et en vrai, ce podcast me fait travailler cette problématique. Et du coup, on en est où ? Et bon, tu acceptes, du coup, ce témoignage est le jeudi matin. Et alors, ça m'a trop stressé, quoi. Ça m'a stressé. Vraiment, cette question de la performance. En plus de me dire, oh là là, mais attends, mais en plus, tu demandes aux autres de faire un truc qu'apparemment, toi, t'es peut-être pas capable de faire. Gros syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'inquiète vachement, c'est de mettre des mots sur un intime, sachant que moi, je suis pas anonyme, et que du coup, d'embarquer avec moi, ma mère, ma famille, machin, et je trouve pas ça ok, tu vois, enfin, sans leur consentement. Et en fait, ce matin, c'est marrant, mais j'avais oublié que moi, j'ai pris des notes pendant 17 ans. C'est trop marrant, le cerveau. Tu prenais des notes pendant ton analyse, enfin, c'est-à-dire dans l'après-coup? Ouais. Et ouais. C'est super intéressant. Et t'écrivais quoi? Enfin, est-ce que c'était sur ce que tu pouvais penser de ce que tu avais pu dire en séance, ou de ce lien aussi avec cet espace, cette personne? Moi, c'était thérapeutique. En fait, moi, mon gros enjeu, c'est de sortir du non-dit. C'est de trouver ma voix avec un X et ma voix avec un E. Et l'écrit me permettait d'aider à tirer le fil, d'aider à... Et donc, c'était pas trop lié au cadre ou au machin, c'était vraiment plus lié à ce que je travaillais là-bas, quoi, à mettre des mots sur mes émotions, à appréhender la tristesse et la colère, la culpabilité, enfin... mais du coup, parce que j'avais l'impression que j'avais un truc que j'avais envie de te partager, mais j'ai oublié. En gros, du coup, je me suis dit, ah là là, mais il faut que ça soit bien. Et du coup, je vais dire quoi, en fait? Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Enfin, et c'est génial parce que du coup, je ressens vraiment ce que je fais vivre aux autres. Mon invitation pour les autres. Et donc, j'ai commencé à lire ces différents, et puis il y en a tellement. Et en fait, tu te souviens, toi, parce que tu m'as posé une question, et là, j'étais en train de te raconter une histoire qui était censée répondre à cette question. Tu te souviens, toi, de ta question? Tu veux me la redonner? Par rapport à ce que tu écrivais? Non, à celle d'avant. Ça te dit rien? Tu m'as demandé... je te disais... 17 ans, 10 ans, on a commencé sur le canapé, enfin sur le fauteuil. On est passé au canapé. Bon, je me souviens plus, mais en tout cas, de toutes ces notes, c'est impressionnant parce que tout a changé et rien n'a changé. Ce que j'ai écrit, je pourrais l'écrire aujourd'hui. Moi, j'écrivais pas trop à son endroit. En fait, j'ai toujours eu beaucoup d'espace dans ma psychanalyse pour l'engueuler, pour vivre pleinement. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Mais en gros, genre, ah ouais, il y a une note que j'ai trouvée très chouette. Donc oui, pardon. Ok, c'est ça que je voulais dire. J'arrête pas de dire mon psychanalyste ne disait rien, et c'est faux. Et je l'ai découvert ce matin. J'ai noté plein de phrases qu'il m'a donné. Et c'est un peu ça, en fait, que je trouve compliqué avec le jeu du témoignage, et d'ailleurs que je dis aux personnes qui participent à mon podcast, c'est que je leur dis, mais de toute façon, vous savez, vous allez omettre plein de choses et raconter l'histoire que vous avez envie d'entendre ou besoin d'entendre. Et ça ne sera pas vraiment la réalité. Et c'est pas grave, c'est-à-dire le moment où moi je raconte mon rapport à la performance et à l'examen, même si, par exemple, ma famille écoutait et disait, mais c'est faux, Guillaume, moi j'ai jamais eu 18 de moyenne. On s'en fout. Parce que c'est moi ce que je m'étais raconté et ce que j'avais enregistré, et ce à partir du quoi j'ai une souffrance, donc mais je trouve ça vachement intéressant. Et notamment, un jour, je lui ai dit, je vous maudis.
Et lui m'a répondu, dites-moi ces mots. Ah mais génial. Et donc par rapport au cadre, j'avais pas trop de questions. C'est pas vraiment ça qui m'habitait, tu vois, tout au long de l'analyse. En gros, je ressentais de la colère contre lui. Je me disais qu'il me jugeait, et je le disais assez facilement en fait. Et vraiment, j'ai eu vraiment besoin d'être assez agressif envers lui. Puis soudainement très aimant. Enfin bon, c'était un bordel. Et j'étais pas dupe. Et je sentais qu'il, bon, j'en sais rien de ce qu'il pensait, mais enfin j'étais là pour ça, quoi. Je payais pour venir déverser un truc dont je comprenais pas pourquoi, mais soudainement cette émotion qui ne savait se dire autrement rejaillissait sur lui, et très souvent d'ailleurs je l'engueulais et je me disais, mais puisque je ne sais rien de vous et que vous n'avez rien dit, comment est-ce que je peux me sentir à ce point-là jugé? Bah gars, en fait c'est juste toi qui te juges toi-même, et hop, j'arrivais à creuser, tu vois. Mais moi, ça a toujours bien fonctionné, du coup, l'invitation a toujours bien fonctionné. Et la fin de ma psychanalyse a été vraiment, ok, tu vois, je suis allongé sur le divan et j'ose me tourner, le regarder. J'ai eu besoin, en fait, de grandir, de lui enlever l'autorité. Parce qu'en fait, tu vois, je payais chaque semaine, on pourrait dire 2 fois par semaine, on pourrait dire, bah en fait, financièrement, c'était vraiment, t'étais adulte, t'étais consentant et adulte. Et en fait, non, je rejouais une posture très enfantine, quoi. Le truc que j'ai pas osé, donc j'ai osé genre me tourner et le regarder. J'ai l'impression vraiment de faire un truc de ouf, quoi. Et le seul truc que j'ai pas osé faire, c'est de me lever et partir. Genre, à n'importe quel moment, de décider que c'était moi qui terminais la séance. Et donc, ouais, je pense que sur le cadre, il y a vraiment eu un enjeu de rébellion. Il y a eu un enjeu de défier. Et d'ailleurs, je pense que toutes ces tentatives étaient un petit peu inintéressantes, quoi. Un peu... Ah, et c'est très bien ce qu'il a dit, genre, je vous maudis, dites ces mots, mais c'est exactement ça, en fait. Non, mais au lieu de dépenser autant d'énergie à te dire, ah là, je vais me lever et partir et mettre l'argent sur le... Ou bien, ah là, je vais me retourner. En fait, qu'est-ce qui est en train d'essayer de se dire, quoi? Et du coup, tant que t'es dans cet espace, bah, dis-le. Un peu des deux, quoi. Et toi, du coup, quand tu traverses ta vie avec à côté cette analyse, comment justement, il y avait peut-être des choses qui se passaient dans ce cadre-là et qui pouvaient peut-être potentiellement bousculer ta vie perso, ta façon de vivre certaines choses. Est-ce que justement, tu avais une réflexion sur, tiens, il y a quelque chose qui à ce moment-là peut-être a pu être dit en analyse, pensé, vécu, et tiens, peut-être que dans ma vie personnelle, avec les autres, avec soi-même, il y a quelque chose qui peut peut-être bouger. Est-ce que tu pouvais te positionner dans cette réflexion-là? Je vais reformuler ta question pour m'assurer que je l'ai bien comprise. Est-ce que toi, tu me demandes, est-ce que grâce au travail de la psychanalyse, j'ai modifié mon quotidien ou j'ai été différent dans mon quotidien? Pas forcément en termes de est-ce qu'il y a eu des résultats, mais plus est-ce que toi tu pensais à ça? C'est-à-dire est-ce que en allant chez cet analyste, tu avais aussi une réflexion autour de tiens, qu'est-ce que ça provoque après dans ma vie de tous les jours? Sans dire forcément tiens, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que vraiment j'évolue, etc. Mais au final, c'est aussi une façon de demander de qu'est-ce que vraiment tu cherchais. Et est-ce que tu te questionnais sur ok, ce que je cherche a du sens parce qu'il y a des choses qui peuvent peut-être bouger, évoluer ou pas, ou au contraire régresser à certains moments. Ouais, j'y suis toujours allé en voyant le résultat immédiat et confus. Et les choses bougeaient concrètement. Donc pour moi, l'enjeu de ma psychanalyse, c'était devenir moi et comprendre qui j'étais
quand j'ai arrêté de me culpabiliser ou de m'empêcher. Je suis qui, en fait? Et en fait, je saurais pas être éloquent sur 10 ans de psychanalyse. Je me rends compte à quel point toutes les questions que je pose aux gens sont vraiment complexes. Mais bon, c'est chouette, chacun de cette complexité en fait quelque chose. Moi, ce que j'en fais là tout de suite, c'est j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré, en fait. Et encore aujourd'hui, j'apprends à accueillir la tristesse et genre, ultra galère. Je n'aime pas la tristesse. Je ne veux pas voir la tristesse. Et je me déconnecte de la tristesse. Vraiment, c'est une émotion qui me fait peur, qui me fait mal. Et en fait, quand je suis avec des gens proches qui ont mal ou qui sont tristes, c'est terrible pour moi. C'est vraiment terrible. Je me sens impuissant. Au quotidien, la tristesse me ralentit. La tristesse m'empêche de faire. Et moi, en fait, je suis ce que je fais. Et alors, le moment où je suis triste et où du coup, il y a juste un moment où il s'agit d'être traversé et d'être dans cette énergie basse. Quelle horreur. Et quelle horreur, j'ai peur. Non, 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 merci. J'aimerais changer ma commande, s'il vous plaît. Et du coup, la psychanalyse, je me rappelle vraiment de plein de fois, notamment des fois très très puissantes où je parle, donc je suis allongé, je parle, je fais une libre association, donc concrètement, je viens avec ce qu'il y a, mais tu observes là que j'ai pas trop du mal à parler, donc ça sort et tout. Et soudainement, j'ai un sanglot, et là je me mets à pleurer, une tristesse passée, une agression passée, une injustice passée, et la revoici que je pleure comme si j'étais cette victime. Et je suis ressorti de nombreuses fois de séances, mais fatigué, mais de cette bonne fatigue de non mais moi il est 14h et je vais aller me coucher. Vraiment de cette épuisé, mais dans le bon sens du terme, tu sais, comme quand t'as raclé le fond, quand t'as vidé, tu vois. Et en fait, Guillaume, la tristesse, c'est vider pour remplir différemment, mieux, ou pour pouvoir continuer à remplir. Et donc aujourd'hui, j'ai repris une thérapie spécialement sur les émotions, parce que j'ai des douleurs au dos, je rencontre des problèmes dans ma vie personnelle. Enfin, je fais face à un niveau de souffrance et de tristesse dans ma vie personnelle. Très intéressant lapsus, j'ai dit professionnel. Et j'arrive pas à la gérer, je la bloque dans le dos, je surtravaille, je suis dans la surperformance. Je commence très tôt, je finis très tard. Et il y a plus d'espace pour que cette tristesse se connecte à moi. Et du coup, j'ai mal au dos. Et je suis... Donc voilà, donc j'ai eu envie de recommencer. Puis, suite à ces 10 ans de psychanalyse, pour moi, stop, super et tout. Et j'ai envie d'aller explorer autre chose. Donc, je suis devenu coach. Et puis, et vraiment, le coaching sur la question de la performance m'a énormément aidé. Je découvre plein d'autres outils. Donc, j'avais envie d'aller trouver autre chose et faire... Et donc là, ouais, je travaille sur cette émotion et c'est encore un de mes gros sujets. Donc, sur le divan, pleurer. En fait, aujourd'hui, j'ai plus besoin de pleurer face à quelqu'un qui est le miroir. J'ai besoin de pleurer face à des gens dans la réalité, en fait. J'ai besoin de pleurer avec ceux qui souffrent. J'ai besoin de pleurer avec ceux qui m'aiment. Et en fait, j'ai pas besoin, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin d'être allongé et de quelqu'un de plus ou moins évanescent m'apporte une oreille avec laquelle je me permets de pleurer. Aujourd'hui, je crois que je suis apte à commencer à pleurer quand c'est triste. Et non plus quelques mois ou quelques années plus tard avec quelqu'un qui n'existe pas vraiment. Parce que sinon, tu vois, et c'est très bien, hein, mais j'étais pas capable avant de pleurer avec quelqu'un qui existe vraiment. Donc, la souffrance, la tristesse, ça a été beaucoup ça sur le divan. J'ai grandi dans un milieu que je considère quand même très homophobe. Je suis homosexuel, j'ai galéré, j'ai vraiment mal vécu mon adolescence. Alors,
Ouais, j'ai mal vécu mon adolescence et j'ai vraiment eu peur de mourir socialement en fait. Donc moi je fais beaucoup de choses et je cherche à être validé parce qu'un jour j'ai vraiment cru que j'allais mourir socialement quoi. Parce que j'étais trop efféminé, parce que on me rejetait et tout le monde me rejetait, même dans mon cercle extrêmement intime. Et donc en fait bah c'était vrai, je pouvais vraiment mourir socialement quoi, parce qu'on me rejetait à tous les endroits. Et ça a imprimé quelque chose de très puissant en moi. Donc il a vraiment été question, tu vois, je dirais vraiment dans la psychanalyse, sortir de la culpabilité d'être homosexuel, déconnecter culpabilité, homosexualité, et aller à la rencontre en fait de toutes ces émotions, de qui j'étais, et mettre des mots sur l'injustice. Tu vois, mettre des mots sur non en fait ça c'est pas ok. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que du coup je me suis modifié pour être validé, pour que les gens... J'ai pas l'impression de mourir socialement, je me suis modifié. Donc, je suis devenu très compétitif. J'ai l'impression que ça a développé chez moi une compétition où, en fait, il faut que je sois aimé des bonnes personnes. J'ai été très stratégique dans les liens que je nouais pour pas mourir. Et du coup, j'ai complètement étouffé et écrasé l'homosexuel en moi, la femme en moi, enfin plein de, j'ai pas d'autres, enfin le gros en moi. Et pour moi être gros c'est pas négatif, c'est enfin tu vois les corps en moi, enfin tu vois genre. Et je me suis écrasé pour avoir l'air physiquement de la personne que du coup on va accepter dans le cercle social, avoir le bon ton de voix, ne pas être trop efféminé, pas bouger mes mains d'une certaine manière, etc. Donc ça la psychanalyse a mis ça vachement en lumière. Et mon analyste, parfois je me disais il me juge de ouf, en fait le gars c'est un copier-coller de Versailles, milieu traditionnel, je sais pas d'où il vient, je sais pas qui il est, c'est trop intéressant. Et parfois j'avais non et la plupart du temps il avait une façon, il avait des onomatopées. Et vraiment très souvent, et l'émotion me remonte là en y pensant, il arrivait à faire des genres de genre mais un qui monte à la fin, en mode genre ouais, enfin, mais vraiment, et ça, tu sais, une fois que j'ai accédé à la tristesse, que les larmes commençaient à couler, son il venait être la petite aiguille qui vient percer la poche de pu et l'aider à s'évider, tu vois, au lieu de l'éviter. C'est-à-dire que, en tout cas, j'ai l'impression que tu as vécu cette analyse avec justement un analyste qui laissait place à toute cette zone de projection que tu as vraiment, en tout cas, pu, parce que c'était une figure, comme on pourrait dire, une toile blanche, t'as pu vraiment exprimer sans forcément du coup te questionner sur ce qui se passait forcément à ce moment-là, ce que tu amenais, ce cadre de lui, qui il était ou ce que vous faisiez ensemble. J'ai l'impression que t'étais vraiment dans quelque chose de l'ordre de projeter, apporter, déverser pendant toutes ces années. Et que c'est peut-être aujourd'hui que vu que ça fait quelque temps que t'es plus en analyse, que tu réfléchis à tout ça, mais que ça se passait pas à ce moment-là, du coup. Parce que, tu vois, moi, quand je t'écoute, je me demande ce que ça devait faire vivre à cette adolescence, ce jeune adulte, ce cadre, ce silence, sa place d'homme, ce lieu. Mais j'ai l'impression que là, tu peux en dire quelque chose dans l'après-coup, mais qu'à ce moment-là, tu ne le questionnais pas tant que ça. C'est super intéressant ce que... Oui. Non, je pense que c'est qui je suis. Moi, je suis très instinctif. Je travaille à l'intuition, à l'instinct. Et d'ailleurs, c'est vraiment... c'est pas facile pour moi parce que moi qui veux être tant validé, et quand je cherche des validations dans le monde extérieur, je connais peu de personnes et je vois peu d'histoires d'instinct, d'intuition. Je vois, et je suis trop fort pour les plans d'action, mais je vois des gens qui sont dans des plans d'action, je vois des gens qui sont dans des stratégies, je vois des gens qui...
Mais en fait, non, moi, je suis dans le moment, dans le présent, enfin, dans les bons jours. Et quand je suis vraiment le Guillaume que je veux être, je suis dans l'intuition, je suis dans le moment. Et ça me blesse beaucoup d'essayer d'être méta, donc d'essayer de m'auto-machiner. Donc, et d'ailleurs, je le vois au quotidien. Donc, ce podcast-là, je ne sais pas ce qu'il deviendra. Je sais ce qu'il a été et je sais ce qu'il est, mais je sais pas ce qu'il deviendra. Et donc tu vois, il y a des étincelles, je me lance, mais après je suis en train de faire je sais juste dire que je suis en train de faire un podcast et j'adore ça d'ailleurs que de pas surréfléchir. Pour autant, je suis très analytique, mais ouais, j'ai pas l'impression de pendant mon analyse m'être dit tiens, il est en train de se passer ci, de se passer ça. Si c'est pas tout à fait vrai parce que non, pendant le divan, quand je pouvais dire mais vraiment je vous maudis et tout, super rapidement j'étais là mais Guillaume, tu joues à quoi? Enfin ou tu vois, quand je me disais mais là il doit penser ceci cela, j'étais là non Guillaume, là t'es en train de raconter une histoire qui est pas vraie. Et donc j'ai ce niveau supérieur, un peu le niveau au-dessus, de dire non là il est en train de se passer un truc important. Donc si, peut-être que si, mais après la théorie ne m'intéresse pas. Je pense que ça vient du fait que moi j'ai toujours eu la théorie, c'est l'élitisme pour moi. Et je sais que c'est pas que ça mais je suis encore dans un moment de ma vie où la théorie c'est l'élitisme et donc en fait elle me fait peur parce que je m'en sens exclu, parce que je m'en sens pas capable. Peut-être un jour, tu vois, je me réconcilie. Bon, le futur de se réconcilier. Et à mon avis, je trouve pas ce futur-là parce qu'il est encore lointain. Moi, j'adore. Je vais faire un podcast et j'ai confiance que je vais trouver comment. Et du coup, c'est très simple. C'est un micro plus un logiciel plus un machin. Et puis après, enfin, tu vois, j'ai pas besoin de théorie. Et pareil sur comment faire un podcast sur la psychanalyse ou comment devenir céramiste. Je suis devenu céramiste. Jamais la théorie, toujours faire, essayer et naviguer avec l'échec. Et ça, la psychanalyse, bof. Franchement, c'est vraiment le coaching qui m'a... Pendant tout mon temps de psychanalyse, l'échec était très saillant, était très difficile. J'ai jamais réussi à me reprogrammer dans mon rapport à l'essai, à la joie. C'est vraiment le coaching et tous les outils qu'aujourd'hui je transmets, que je continue à apprendre et que je transmets, que j'ai pu en fait sortir du modèle de l'éducation nationale, ce concept de notes et d'une tristesse intergalactique. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi, genre d'avoir 3/20? Enfin, je trouve que vraiment la note, on passe à côté. Et en fait, mon cerveau me notait. Donc en fait, j'étais pas libre de faire une suite d'épisodes de podcast. J'étais pas libre de m'embarquer dans des aventures parce que au début, j'avais que 2/20. Et en fait, 2/20, ça me donne pas d'élan, moi. Moi, que si tu me donnes 2/20, je me dis pas j'ai compris 2 trucs. Et j'en ai 18 à tiens pourquoi, tiens mais attends qu'est-ce que j'ai pas compris, tiens j'ai envie de comprendre plus, non j'ai juste envie d'aller pleurer non ça me met un poids dans le cœur, tu vois, et voilà. Non mais je m'interromps parce que je me rappelle plus de ta question et c'est pas grave. En tout cas, je peux faire une pause. Vas-y. Pour appuyer sur stop et bien enregistrer. Parce que là, j'ai une panique du matériel. Bien sûr.